Guadeloupe, actualité. Voilà, nous revenons sur ce sujet ô combien important. Nous parlons chlordécone ce soir. Et puis, bien sûr, vous qui êtes à la maison, vous aurez la possibilité de vous exprimer, de parler de votre expérience ou de nous donner votre avis sur le sujet. Et maintenant, je passe la parole à Philippe Verdol qui, lui, en connaît un rayon puisque... Philippe Verdol, vous avez travaillé sur cela, vous avez, je vais dire, vous en avez fait à un moment donné, jusqu'à maintenant, votre dada. Mais juste avant, est-ce que vous pouvez nous parler de cette association Envie Santé? On aimerait en savoir un petit peu plus. D'accord. Donc Envie Santé, c'est une association qui a été créée en 2012 à la demande de médecins guadeloupéens qui se rendaient compte de ce qui se passait en Guadeloupe, de ce qu'ils voyaient dans leur cabinet. En général, c'était des médecins libéraux et qui entendaient donc monter une association pour poursuivre en justice. Nous avons commencé... Alors, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, donc il y avait déjà donc le scandale du chlordécone, et puis il y avait aussi le problème de l'épandage aérien. Donc, on a commencé à s'attaquer à l'épandage aérien des pesticides. 3 mois après notre formation, donc nous sommes allés au tribunal administratif. Ensuite, nous avons donc obtenu avec 2 autres associations, c'est-à-dire l'ASFA et puis Amazona. Je crois que c'est Amazona qui s'appelle, je ne m'en rappelle plus. Nous avons obtenu la suspension donc de l'épandage aérien, puis nous sommes attaqués au décret même qui organisait l'épandage aérien des pesticides. Nous sommes allés en Conseil d'État et finalement Ségolène Royal, elle a donc elle a fait une loi qui interdisait à partir du 1er janvier 2015, elle a fait ça, la loi est parue en septembre 2014, donc à partir du 1er janvier 2015, l'interdiction était promulguée, interdiction de l'épandage aérien des pesticides, non seulement outre-mer, mais partout en France, donc France et tous les territoires ultramarins de la France. Donc ce sont 3 petites associations guadeloupéennes qui sont parvenues à ce premier résultat. Et puis à partir de 2017, on est revenu à la problématique du chlordécone. Donc on a fait beaucoup d'études de terrain auparavant et on a décidé de prendre à bras le corps ce dossier, de le porter sur le terrain judiciaire. Et en juillet 2018, on a déposé devant le tribunal administratif de Paris un recours, quoi. Donc on a fait un recours là pour pouvoir s'attaquer aux limites maximales de résidus qu'on considérait comme étant un empoisonnement de la population, puisque nous voulons aller, nous, vers le zéro chlordécone. L'affaire, elle est toujours en cours. Et puis, nous sommes portés partie civile aussi dans le dossier des plaintes de 2006-2007, où des associations guadeloupéennes et martiniquaises avaient été les premières à faire des démarches pour rechercher la responsabilité dans ce dossier chlordécone. Bon, et nous sommes également en appel là-dessus. Donc c'est un peu le bilan pour aller vite de cette association Envie Santé. Envie Santé, ça veut dire environnement, vie et santé. Oui, elle continue à exister. C'est pas simple parce que on se demande à quoi servent toutes les démarches de pseudo-consultation de l'État. On a participé beaucoup à la préparation du plan chlordécone 4. Il n'en est rien resté. On nous a écoutés, entendu, et puis ils n'ont rien gardé. Bon, donc... que s'est-il passé après ?
Après, bon, on a eu une démarche un peu de retrait par rapport à ce fonctionnement-là. Donc pendant 1 an et demi à peu près, on n'a pas remis les pieds. Puis finalement, la politique de la chaise vide, c'est pas la meilleure. Alors nous avons recommencé à aller avec une demande qui a été faite à l'État. Il y a un courrier que j'ai remis en janvier avec le docteur Jos Pélage, que lorsqu'il y a un comité en préfecture, un comité de pilotage sur le plan chlordécone qui est organisé en Guadeloupe, que des Martiniquais puissent le suivre en conférence, en visioconférence, et réciproquement, de telle sorte que les Guadeloupéens sachent ce qui se passe en Martinique et les Martiniquais sachent ce qui se passe en Guadeloupe. Parce que il y a des différences qui sont parfois importantes. Alors, je prends un exemple, hein, c'est le cas des analyses de chlordécone, des chlordéconémies, donc dépistage de chlordécone dans le corps humain. Si vous êtes en Martinique, vous êtes dans un contexte où la société civile avait exigé ces tests-là, et donc la pression avait été très forte. Avant même la Guadeloupe, la gratuité avait été acquise, l'organisation de ces dépistages avait été montée en Martinique, et pour pouvoir obtenir un dépistage de chlordécone en Martinique, vous n'avez qu'à pousser la porte d'un laboratoire sans passer par votre médecin. Ensuite, on va vous remettre à vous les résultats et vous vous débrouillez après. Bon, et c'est pas si simple que ça derrière, parce que vous avez des médecins martiniquais qui cautionnent ça parce qu'ils n'ont pas confiance dans le système de l'ARS. Et oui, c'est ça. Et donc, ils le préconisent. Et en Guadeloupe, à présent, quand vous avez besoin de faire une chlordéconémie, vous devez d'abord passer par la case médecin qui vous donne une ordonnance, puis vous allez au laboratoire, on remet les résultats au médecin, etc. Comment? Pas beaucoup. Donc, est-ce qu'ils ont l'information? Est-ce qu'ils ont l'information? Oui, ils ont l'information. Oui, alors, mais pourquoi il n'y a pas davantage de Guadeloupéens qui le font? C'est parce que une fois que le chlordécone est détecté dans votre corps, il n'y a pas actuellement de grille d'analyse des résultats qui vous permettent de mettre en corrélation telle dose avec telle pathologie possible. Parce que si jamais c'est établi, les gens pourront aller au tribunal et demander réparation, bon, etc. Donc, il n'y a pas ça. On peut dire que le système est vicié, il est vicié. Oui. Et puis par ailleurs, des médecins martiniquais, par le biais par exemple du docteur Jos Pélage, ils ont demandé à ce que il y ait un programme de recherche sur la détoxification des gens. Ils ont demandé pour ça dans le cadre du plan chlordécone 4, et ils ont demandé à l'État 100 000 € pour pouvoir tester les produits qui avaient été utilisés aux États-Unis. Il y a des médicaments très précis. L'État a refusé. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va vous dire que dans votre corps, vous avez telle dose de chlordécone, vous vous êtes fait dépister, très bien. On vous propose rien. On va vous envoyer éventuellement vers une diététicienne qui va vous dire de ne plus manger trop d'ignames, trop de choses, etc. Mais sur quelle base? Mais il n'y a pas de base. Il n'y a pas de base. Il n'y a pas de critères. Alors, la chlordéconémie, elle est apparue simplement comme une démarche politique. La population était inquiète. On lui donne des analyses de chlordécone. Et ce que l'ARS indique, il y a eu des séminaires de formation pour les médecins. Et nous avons des médecins de notre association qui ont participé à ces séminaires. J'ai vu les PowerPoint qui ont été distribués. Donc, il faut bien expliquer à la population que quand on fait une analyse chlordécone, c'est une analyse pour pouvoir
pour pouvoir étudier l'état de la contamination d'une population. Ça n'a pas de sens au niveau d'un individu. Bon, alors, d'une part, et d'autre part, on ne peut pas faire de relation entre Donc tel niveau... C'est une simple enquête. C'est tout, ça ne vous mène nulle part. Nulle part. Et pourtant, là, il y aura une grande campagne pour dire aux gens, bon, allez vous faire dépister. Vous vous êtes fait dépister, vous êtes rassuré ou inquiet, on va vous envoyer vers une diététicienne qui dit, mange ça. Mais c'est tout. C'est juste ça, une diététicienne. C'est tout. Une diététicienne ou un nutritionniste. Mais il n'y a pas de programme scientifique. Il n'y en a pas. Pour vous détoxifier. Ça n'a pas été mis en œuvre. Pourquoi? Parce que c'est trop récent. Politiquement, ce n'est pas correct. C'est tout. C'est pas correct politiquement. C'est mon analyse. Et pourquoi c'est pas correct? Parce que ça vous permettrait ensuite d'attaquer l'État. Bon, par exemple, votre programme de détoxification, il est factice, quoi. Ça sert à rien. J'ai suivi votre programme, ça n'a rien donné. Ou bien j'ai mangé des aliments qui étaient en vente dans les endroits recommandés. Par exemple, l'État recommande d'aller acheter en supermarché. C'est contrôlé. Moi, j'étais en réunion de préfecture, c'est ça qui était dit, c'est ça qui était projeté. Aller au supermarché, mais oui, aller au supermarché. Attendez, mais nos agriculteurs. Si vous dites, je ne mange qu'en supermarché et je suis malade, c'est que l'État m'a trompé. Je ne veux pas attaquer l'État. Donc, on élimine le problème. On ne dit rien. Vous voulez des analyses, on vous donne des analyses, mais ce sont des analyses qui ne débouchent sur rien. Parce qu'il y a un problème de traçabilité. Oui, il n'y a pas de traçabilité de toute façon. Mais dans les supermarchés, il y a une traçabilité. Voilà. Alors, c'est ça qu'ils disent. Mais en réalité, il n'y a pas de grand contrôle qui soit organisé. En réalité, c'est ça. Alors, tout à l'heure, je reviendrai avec vous parce qu'il y a cette proposition de loi, vous l'avez lue? Oui, bien sûr. On va pouvoir en discuter. Oui, bien sûr. D'accord. Oui, alors, mais excusez-moi, je n'ai pas dit ce que je voulais dire. Pas longtemps, donnez-moi 3 minutes. Allez. Et puis j'aurai bouclé. Oui, d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité. Et puis, j'ai apprécié la qualité de l'introduction. Attention, c'était bien documenté. Et la qualité des interventions précédentes, les 2 interventions précédentes, bon, vraiment, c'était intéressant. Merci Philippe Verdol. Vous aurez l'occasion de revenir alors. Oui, mais bon, alors, voilà, je voulais dire aussi que 2 personnes notamment ont indiqué que notre situation, c'est une situation qui est unique au monde. William Dab, il avait été directeur général de la santé, il avait été aussi président du comité scientifique international des 2 premiers plans chlordécone, concrètement de 2008 à 2011, puisque le plan chlordécone 2 n'est pas arrivé à échéance. Et lui, il avait démissionné aussi. Alors donc, il a dit que il a fait une carrière internationale et c'est la seule fois qu'il a pu voir au monde des gens obligés de cultiver leur alimentation sur sol très contaminé et ensuite ils consomment cette alimentation. Bon, il a dit il n'a vu ça nulle part ailleurs, Guadeloupe, Martinique. Bon, Luc Multinier, il a indiqué très tôt, c'était confirmé par une étude de Santé publique France, que le chlordécone, c'est le toxique le plus répandu dans les eaux et dans le sang des Antillais. Et voilà, donc idem au Essan. Alors, le deuxième point que je voulais aborder, c'est que la problématique du chlordécone, c'est une problématique qui est fondamentalement néocoloniale. Bon, d'ailleurs, c'est depuis que je travaille sur ça que je suis devenu anticolonialiste. Bon, voilà. Alors, l'autorisation, je travaille dessus depuis 19 ans maintenant, depuis 2005. L'autorisation
l'autorisation du chlordécone, elle a été paradoxale en 1972 parce que c'était une époque où la France retirait les 4 derniers pesticides organochlorés de son agriculture. Bon, aldrine, dieldrine, chlorodane et heptachlore. Donc, elle retirait ça parce qu'elle avait remarqué que ça polluait les sols, ça empoisonnait les gens, bon, etc., etc. Elle a décidé de supprimer, et la même année, elle a autorisé le chlordécone en Guadeloupe, qui est un pesticide organochloré. Donc, c'est une autorisation que certains peuvent qualifier de paradoxale. Il y a ensuite 2 régimes de limite maximale de résidus de chlordécone au sens de l'Union européenne. Il y a des tolérances pour les produits de l'agriculture tempérée. En général, c'est autour de 10 microgrammes, notamment les végétaux, 10 microgrammes par kilo de matière fraîche. Et pour les produits de l'agriculture tropicale, c'est de l'ordre de 20 microgrammes, c'est-à-dire le double. Si on prend un exemple, vous prenez 10 microgrammes, c'était le seuil de détection à l'époque. Donc, dès qu'on détectait du chlordécone dans un produit, il ne fallait pas le proposer aux Européens. Bon, si vous prenez le cas du sucre, par exemple, si jamais on détectait du chlordécone dans du sucre de betterave, puisque le chlordécone a été aussi utilisé dans plusieurs pays d'Europe. Alors, si on détectait du chlordécone dans du sucre de betterave, il ne devait pas dépasser 10 microgrammes par kilo de sucre. Bon, mais pour le sucre de canne, c'est 20 microgrammes. Donc, un Antillais qui boit son café et puis un Européen qui boit son café, ils ne sont pas protégés pareil. Ce n'est pas le même principe de précaution. Bon, d'autre part, il y a eu une prorogation des autorisations, ça a été signalé tout à l'heure, jusqu'en 93, malgré plusieurs publications scientifiques, malgré plusieurs recommandations, malgré une recommandation de l'OMS en 90 qui disait qu'en matière de chlordécone, aucune dose journalière n'était admissible dans la consommation humaine. Bon, mais malgré ça, la France a défini des limites maximales de résidus, l'Europe a suivi, bon, etc. J'explique pourquoi il y a eu les 2 régimes de limites maximales de résidus. C'est parce que 2 ans avant, les premières limites maximales de résidus européennes, c'était 2008. Mais 2 ans avant, en 2006, l'INRA avait fait une étude et elle avait montré qu'il y avait notamment du chlordécone dans la banane. Alors, l'INRA précisait que quand on fait des analyses ordinaires de la banane, on ne trouve pas de chlordécone. Mais elle a utilisé les 2 premières mains de bananes qui avaient poussé dans des sols très contaminés. Et là, sachant que la limite d'exportation de produits qui ont des pesticides interdits dans l'Union européenne, bon, c'était 10 microgrammes. Mais elle a trouvé dans un lot de bananes guadeloupéennes 12 microgrammes et dans un autre lot, elle a trouvé 17 microgrammes. Alors, donc les lobbies de la banane, ils ont fait pression pour couvrir tout ça avec 20. Tolérance jusqu'à 20 pour l'agriculture tropicale. Et donc, voilà, on nous a donné un permis de nous empoisonner. Et je voudrais terminer, oui, mais bon, j'essaie de raccourcir. Oui. Après, on aura l'occasion d'y revenir, Philippe Verdon. On aura l'occasion. Oui, j'allais faire la transition avec lui. La transition avec lui. C'est qu'au début des années 2000, il y a eu des demandes qui étaient peut-être elle aussi paradoxale des agriculteurs et des pêcheurs. C'est la pêche, la transition avec la pêche. Les agriculteurs et les pêcheurs ont demandé, chacun à sa façon, c'est pour les pêcheurs, c'est le comité régional des pêches, pour les agriculteurs, c'était plusieurs syndicats agricoles, qui disaient qu'on devait passer de tolérance 20 microgrammes à tolérance 200 microgrammes pour pouvoir, pour qu'ils puissent vendre mieux. Attendez, reprenez ça. Reprenez un petit peu. Reprenez. Allez-y, reprenez. Oui, c'est-à-dire qu'ils disaient qu'on devait passer d'une tolérance de 20 microgrammes
à une tolérance de 10 fois plus, 200 Les microgrammes. agriculteurs ont demandé ça? Les agriculteurs Et les et marins les pêcheurs. Mais alors, par exemple, il y a une anecdote avec un agriculteur qui était... Un agriculteur... Quel est l'intérêt? Eh bien, je donne une illustration. Un agriculteur qui était un camarade, si j'ose dire, alors, donc, qui me disait qu'il fallait que je cesse de parler de chlordécone parce que contaminés ou pas contaminés, ils ont besoin de vendre pour nourrir leur population, leur famille, pour nourrir leur famille. Attention. Et ça, c'est parce que l'État n'a rien fait quand ils étaient en détresse, n'a rien organisé. Pareil pour les pêcheurs. J'ai discuté avec un pêcheur qui était responsable, Bon, je vais pas donner, je veux pas, mais je pourrais si vous insistez. Bon, alors, Eh ben, on insiste alors. Alors, pardon? On insiste. Bon, ce que je peux préciser, il était président du comité régional des pêches. Bon, il était président du comité régional des pêches. Alors, ce que lui m'a dit, non, je ne donne pas l'avenir. Alors, ce que lui m'a dit, c'est que on parlait de les zones d'interdiction, bon, etc., etc. Il me disait, mais les pantalons à ojah mouillés ou pépisser à dents. Bon, voilà, j'ai fait la transition. Voilà. Jean-Daniel. On part vers la pêche. Là, il a parlé d'un ancien président du comité de pêche. Mais lui, c'était un gars qui pouvait vendre son âme pour gagner du pognon. Il faut parler franchement. Et c'est pas pour ça que j'ai monté un syndicat. C'est pour pouvoir dénoncer tous ces trucs-là, ça. Parce que pour moi, ce gars-là, ça, il a fait arnaquer les pêcheurs guadeloupéens. Parce que vous entendez le proverbe qu'il a dit. Parce que qu'on regarde un gars qui a un capital de 120 000 euros à 150 000 euros, 200 000 euros, on lui propose 30 000 euros pour arrêter le métier, ou 10 000 euros, et on dit il ne faut pas pêcher sous la zone de Capesterre. Mais entre-temps, ce monsieur, il a mis le gosier dedans pour qu'il touche de l'argent. Il a mis le gosier dedans. Mais Madame Boissy, on va faire une émission spéciale pêche et on viendra avec des dossiers. Et on va parler. Moi, je dis que les pêcheurs guadeloupéens se sont fait arnaquer. Et je dis tous les jours, le problème du chlordécone, c'est un faux problème. Ce business d'argent. Parce que ce qui est local n'est pas bon. Mais l'importation est bon. Moi, je le dis tous les jours. Parce que je vois les pêcheurs de Capesterre, sur toute la côte de Capesterre qui descend, ils ont dit, il ne faut pas pêcher le poisson. Mais l'État est en train de s'enrichir. Ils ont mis des bouées, une zone, soi-disant chlordécone, soi-disant. Ils ont mis des bouées, un gars qui met un casier là, 22 000 euros d'amende, 22 000 euros, 500 euros d'amende. Combien? 22 500 euros d'amende. Parce que le poisson ici, j'ai du chlordécone, je ne dois pas dépasser la bouée. Hors de la bouée, on peut pêcher derrière la bouée et l'autre côté, on ne peut pas pêcher. Mais ce qu'on oublie, la mer, c'est une machine à laver. Je crois que chaque nouvelle année, elle peut démarrer. Ça veut dire que tout démon va tirer dans la mer là. Alors, moi, je dis, ce problème-là, c'est un problème pour avancer l'importation. Et on est des capitalistes. Parce que le problème, le poisson qui sort au Pérou, Madagascar, ils ont des produits plus violents que le chlordécone. Ils ne sont pas dans le régime européen. Ils rentrent en Guadeloupe parce que ce poisson-là qu'on vend à 3 euros, la concurrence du pêcheur. Mais notre chance qu'on a, la population guadeloupéenne a pu voir la magouille de l'État. Ils préfèrent acheter le poisson local. Parce qu'on ne peut pas acheter un poisson dans le supermarché. On va regarder aspect dans le supermarché à 3 euros, il a changé coulet. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je dis, quand j'ai tout entendu là, tout ce qui est local n'est pas bon. Mais l'importation est bon. Ça veut dire qu'on détruit la pêche. Et c'est un truc qui a été fait pour détruire le métier. Parce que vous savez, il y a des pêcheurs de Capesterre, on les a proposé 30 000 euros et ils ont signé une petite charte pour arrêter le métier. On les a proposé la brigade bleue. Demandez, est-ce que ça existe toujours? Ça n'existe plus. Et on les avait proposé le SMIC 1200 euros par mois pour arrêter le métier. Pour moi, c'était pour diminuer la flotte et aider l'importation. Mais je vous dis, Madame Boissy, il faudra qu'on fasse une émission spéciale pêche. Et on viendra avec des dossiers. Alors dites-moi, donc vous dites que le problème chlordécone existe de toute façon. Vous, marins pêcheurs, dans tout cela,
comment vous vous positionnez. Alors, vous dites que de toute façon, il y a le problème chlordécone, vous êtes marin-pêcheur, vous dites qu'il n'y a pas de bouée pour les poissons. Alors, non, ils faire. Ils ont balisé pour dire aux pêcheurs de la côte de Vieux-Fort qu'à Pestel, ils ne doivent pas pêcher. Oui. Mais ça, c'est un faux problème. Parce que si on ne peut pas prendre le poisson là, et pourquoi on boit l'eau du robinet, la canalisation est percée? On a un problème. Parce que toutes les canalisations sont percées. Et on boit l'eau du robinet, on peut faire à manger avec. Et pourquoi le poisson, on ne peut pas le pêcher? C'est pour nous détruire. Le local n'est pas bon. Et l'État s'enrichit. Est-ce que vous savez, Madame Boissé, il y a des jeunes qui ont commencé le métier. Et moi, je vous dis ça, il y a un jeune qui s'est immolé à force qu'il avait mal. Quand vous donnez à des gars qui ont perdu leur famille, ils sont entrés dans l'alcool, vous les proposez 10 000 euros pour un capital de 150 000 euros. C'est quoi ça? Avec ça, on va se reconvertir? C'est se foutre de la gueule du peuple. Mais est-ce que là, vous, marin-pêcheur, par rapport à ce problème chlordécone, vous pensez reconversion? Moi, je dis tous les jours, je fais comprendre aux pêcheurs, on vous dégoûte pour arrêter et pour ne pas indemniser les pêcheurs. C'est ce qu'ils sont en train de faire là. Donc, indemniser, ça veut dire vous donner ce qu'il faut pour embrasser une autre activité. Moi, je vous explique. Si j'ai un capital de 150 000 euros, vous pensez avec 30 000 euros, 50 000 euros, je vais pouvoir me reconvertir? Non, je ne vais pas me reconvertir. Comment je fais pour me reconvertir? Il faut que j'ai un minimum 200 000 euros, 700 000 euros. Moi, je dis, si on me propose pas sous la table 700 000 euros, je ne vais pas arrêter mon métier. Je vais peut-être pêcher illégalement, mais je ne vais pas arrêter mon métier. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Mais si ce poisson est contaminé... Mais pourquoi il est contaminé? Le poisson qui sort du Pérou, il n'est pas contaminé. Hein? Le poisson du Pérou est contaminé aussi. Et je suis sûr que ces poissons-là, ils sont vraiment dans un sachet vraiment fermé. Il n'y a aucun test. Ce n'est pas testé. Moi, je suis sûr. Je mets la main au feu. Et je donne un défi. Allez demander à M. Carrefour. Regardez l'état des poissons dans les supermarchés. À force, ils sont dans la glace, ils sont cuits avec la glace. Alors, je ne pense pas à ça. Et parce que vous comprenez qu'un poisson à 12 euros, quand vous préférez acheter un poisson à 12 euros qui est frais, qui est éclairé, et bien qu'un poisson tourné à l'envers à 3 euros. Parce que c'est pareil pour tuer. Poisson à 3 euros, là, pareil pour tuer. Parce que si t'es bon, il va te vendre 3 euros. Mais c'est un poisson là qui a éclairé là, qui a tué aussi parce que pas vrai. Pas vrai. Pour l'année, nous avons chlordécone et nous avons toujours à de l'eau en nous, à part les tuer nous. Quand on nous a fait avec chlordécone. Mais si, parce que tout est local n'est pas bon. Quand on regarde, tout ce qui est local n'est pas bon. C'est pas normal. Moi, je dis, les pêcheurs de la côte de Cap-Estel au Vieux-Fort, tout ça, ils sont en train de souffrir. Il faut que les gars aillent plus loin pour pêcher. Le carburant est cher pour eux. Le matériel est cher. Mais je vous dis, il faut qu'on va faire une émission et on va discuter et vous allez voir. D'accord. Alors, maintenant, nous passons à une autre phase. J'ai vu des sourires par rapport à ce que Jean-Daniel nous disait. Evita souriait, Philippe souriait, Samuel souriait aussi. Donc, c'est vrai, on se rend compte que c'est une vraie problématique et qu'il y a des secteurs d'activité qui sont vraiment en danger et fortement touchés par ce problème chlordécone. Alors, maintenant, nous arrivons à cette loi, cette proposition de loi. Et je sais que vous vous êtes documenté là-dessus, vous avez lu certainement. Et lorsqu'on regarde cette proposition de loi, beaucoup disent que oui, c'est vraiment une proposition qui n'est pas suffisante, une proposition qu'il faut amender, une proposition qui ne répond pas à tout ce que les Guadeloupéens et les Martiniquais auraient souhaité. Et je vais débuter avec Samuel. Samuel, vous avez lu cette proposition de loi? Oui, on a lu. Qu'est-ce qui a retenu votre attention là-dedans? Alors, l'une des choses qui a retenu mon attention, c'est le fait d'ouvrir plus largement l'indemnisation aux Guadeloupéens, aux Martiniquais, et pas seulement aux personnes qui étaient sur les plantations, parce qu'on a bien compris que forcément, il n'y a pas que les personnes. Si on est touché, 90% de la population, voire plus, est touchée, il y a des traces de présence de chlordécone dans le corps, c'est que forcément on n'a pas besoin, prenez besoin d'être professionnel de la banane pour être touché. Donc je peux peut-être, si vous le souhaitez, rapidement lire les quelques articles. Oui.
Oui, Hein? notamment la première partie. On peut faire ça, voilà, parce que Oui. j'essaie de vous faire ça. Oui. Donc l'article 1er, donc c'est lors de la 16e législature donc, qui a lieu en février. Donc le projet de loi, donc article 1er, la République française reconnaît sa responsabilité dans les préjudices sanitaires, moraux, écologiques et économiques subis par les territoires de Guadeloupe et de Martinique et par leur population résultant de l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques à base de chlordécone de leur usage prolongé comme insecticide agricole. Elle s'assigne pour objectif la dépollution des terres et des eaux contaminées par la molécule et ses produits de transformation, en érigeant comme priorité nationale la recherche scientifique sur leurs effets sanitaires et environnementaux. En fait, c'était la première phrase de l'article 1er de cette proposition. Voilà. Elle s'engage à conduire des actions visant à supprimer le risque d'exposition au chlordécone en priorité pour protéger la santé des populations, en particulier en matière de sécurité sanitaire et de l'alimentation. Elle s'assigne également pour objectif l'évaluation des effets sanitaires et environnementaux des interactions entre l'ensemble des produits phytosanitaires utilisés en Guadeloupe et en Martinique et les produits à base de chlordécone ou ses produits de transformation. Elle s'assigne également pour objectif l'indemnisation de toutes les victimes de cette contamination, que celle-ci ait eu lieu dans le cadre d'une activité professionnelle ou non, et de leur territoire. C'est ce fameux point-là, que j'ai retenu. Elle s'assigne pour objectif d'établir publiquement la responsabilité des décideurs politiques dans ce scandale d'État. Elle s'assigne pour objectif la mise en place d'une campagne de prévention sur l'ensemble du territoire national afin de mettre en avant l'existence de la chlordéconémie. Elle s'assigne également pour objectif l'amélioration de la prévention sanitaire de la population avec la mise en place d'un dépistage systématique du cancer de la prostate à partir de 45 ans pour la population de Guadeloupe et de Martinique. Il faut savoir que d'après les urologues, mais ça commence beaucoup plus tôt parce que vous avez de plus en plus d'hommes guadeloupéens qui, avant la quarantaine, sont déjà touchés. C'est un record national, je crois même mondial. C'est un phénomène qui est propre à nos territoires. Elle confie, alors je vous laisse comprendre tout ce que ça cause comme dégâts dans la vie d'un homme, parce que c'est quelque chose de physique, certes, mais après qui vous détruit quelqu'un. À cet âge-là, c'est vraiment une maladie qui est destructrice. Elle confie l'évaluation. Excuse-moi, dans son reportage qui était passé, il y a une infirmière locale qui a indiqué que vers Vieux Habitants à peu près, on venait d'enterrer un jeune de 20 ans qui était mort de cancer de la prostate. Absolument. Vous avez des familles entières. Alors, je peux vous dire qu'il y a des urologues qui vous disent qu'il y a des familles entières qui sont décimées par le cancer de la prostate. Il y a le père, le fils, et de plus en plus jeunes. Toute la famille. Donc, ça suit. Donc, elle confie l'évaluation de l'atteinte de ces objectifs à une instance indépendante de son choix qui rend un premier rapport au gouvernement et au Parlement plus tard, à la fin de l'année 2025, puis tous les 3 ans afin de renforcer, si besoin, les actions mises en œuvre. Article 1er, donc c'est presque au plus tard, le 1er janvier 2025, le gouvernement remet au Parlement un rapport établissant la présence ou l'absence de chlordécone et de ses métabolites dans les sols du territoire national, en particulier dans les zones actuellement productrices ou ayant produit des pommes de terre, des plants de pommes de terre ou d'autres produits végétaux susceptibles d'avoir été traités par cette molécule, ainsi que les zones agricoles de l'île de la Réunion où elle peut être utilisée. Ce rapport comporte des informations précises et détaillées sur la production, la commercialisation, l'introduction ou l'importation du chlordécone et de ses dérivés sur l'ensemble du territoire. Article 2. La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle de 15% sur les bénéfices générés par l'industrie des produits phytosanitaires pour les sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros. La création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre 4 du titre 1er du livre 3 du Code des impositions sur les biens et services. Voilà. On va s'arrêter là puisqu'il ne nous reste pas vraiment beaucoup de temps. Donc, il faudrait qu'on avance et puis qu'on puisse prendre aussi. Alors, ce qui est aussi important à noter, c'est que pénaliser les articles qui sont, les entreprises sur les sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros. Je ne sais pas de qui on se moque. Parce qu'il faut me chercher des entreprises locales qui réalisent ce chiffre d'affaires-là. Et on sait qu'il y a des pollueurs. Hein. Il y a des pollueurs. Et ça veut dire qu'on. Voilà, qui ne sont pas payeurs, ils sont pollueurs, pas payeurs. Oui. Donc ça voudrait dire que même là, cette partie du texte, enfin, je ne sais pas, c'est quelque chose à revoir parce qu'il n'y a pas. On peut être pollueur pour beaucoup moins un chiffre d'affaires beaucoup moins important que celui-là. Ça veut dire qu'on passe à travers. Comment une loi peut-elle aussi passer à travers des mailles parce que ce sont quand même des parlementaires qui sont à table. Donc par contre, ça attire mon attention, mais pas dans le bon sens. D'accord. Evita. Sur la loi? Oui, sur la loi. C'est une loi qui a le mérite d'exister. Maintenant, c'est vrai que
jusqu'à présent, la responsabilité de l'État n'était pas reconnue dans sa totalité, dans sa globalité, puisque c'était sa part de responsabilité ou des négligences fautives, etc. Donc, reconnaître déjà sa responsabilité dans les préjudices sanitaires, etc., c'est déjà incontestablement un pas très important. Alors, il y a beaucoup de débats sur cette loi, hein. Il y a eu beaucoup d'amendements, d'ailleurs. La question qui s'est posée, c'est de savoir, est-ce que la filière banane, parce que d'ailleurs, le juge d'instruction se pose cette question, la responsabilité de la filière banane n'est pas vraiment posée. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires sur ça. Est-ce que dans une affaire comme ça, qui a eu pour but d'enrichir incontestablement comment dirais-je, les grands propriétaires, etc., et surtout ceux qui ont vendu le produit, ceux qui le commercialisaient, le vendu, la question qui se pose, eux, voilà, ils s'en sortent. Et c'est vrai, non, ça fait partie d'un débat. J'ai suivi, d'ailleurs, j'ai suivi un peu les débats, au moins écrits, sur cette question. Et ça, moi, c'est vrai que ça me pose problème. Parce que, comment dirais-je, autant le juge, d'ailleurs, dit que là, les décideurs politiques, bon, il faudra aller devant la Cour de justice de la République, s'ils étaient ministres à ce moment-là. De toute façon, c'est cette responsabilité-là pose problème. Enfin, en tout cas, il y a une procédure spéciale pour eux. Par contre, je suis désolée, mais ceux qui ont demandé une dérogation, et on en vient à la question de la dérogation, je suis désolée, mais il y a un vrai problème. Vous demandez une dérogation à un ministre en sachant que le produit est parfaitement toxique et gravement toxique, et pire, ça ressort des courriers entre l'administration et le ministère, avec notamment Yves Ayotte, qui était le patron de la société La Garrigue. Il est clair, dit, bon, ben, on fait ces dérogations, est-ce que vous pensez que l'écoulement, vous aurez assez de temps pour écouler? C'est clair que c'est fait juste pour écouler. Et moi, ça me choque profondément qu'ils s'en sortent. Parce que c'est hallucinant de pouvoir dire, j'ai profité, je me suis enrichi, j'ai fait tout ça, maintenant il y a un tas d'afro-descendants qui meurent du cancer de la prostate, etc. Et vous dites non, mais qu'est-ce que vous me dites là? Vous voulez arrêter? En fait, et il fallait, c'est pour ça que j'ai dit que je voulais quand même dire un mot sur les dérogations. Et ça, je tiens ça évidemment de toutes les enquêtes qui ont été faites. C'est que Yves Ayotte va commander en août 1560 tonnes du produit Curling. Donc, le juge pense qu'il savait qu'il y aurait eu des dérogations. Ça me paraît important. Et ce qui est plus grave, d'après les enquêteurs et tous ceux qui ont à travailler cette question, on peut en déduire que sans cette commande exceptionnelle de 1560 tonnes de Curlon, eh bien, on n'aurait pas eu besoin de dérogation. C'est-à-dire qu'il aurait commandé 1560 parce qu'il savait qu'il y aurait eu des dérogations. Et comme il y avait justement ce besoin d'écouler, eh bien, les dérogations s'imposaient. Vous vous rendez compte? Mais quand on découvre ça, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas de limite? Et puis, il faut savoir que la première dérogation, comment on est informé de la première dérogation? Enfin, de celle à partir du mois de mars, eh bien, simplement, un courrier individuel à M. Yves Ayotte. Le ministre lui envoie un courrier individuel en lui disant, voilà, ben ça y est, c'est fait. Et il y aura un deuxième courrier un certain temps après pour dire au préfet,
informer les planteurs et tout ça que nous avons pris cette décision. Mais lui, il a droit à un courrier individuel. Donc vous voyez bien que de toute façon, on n'avait aucune chance. Nous, on n'avait aucune chance dans cette affaire. Donc moi, sincèrement, c'est la question de la responsabilité uniquement de l'État qui... Bon, on pourra de toute façon toujours continuer ce qui a lieu de faire. Mais ça, effectivement, cette question est posée. Pourquoi la filière de la banane n'est pas aussi concernée par cette responsabilité, voilà. Puisque c'est elle qui, qu'on le veuille ou non, l'État tire c'est son bénéfice parce qu'il s'est toujours reposé dans les sociétés d'outre-mer sur la caste, sur le lobby béquet, ça c'est clair. Mais le lobby béquet a énormément gagné sur cette question. Nous irons un petit peu plus vite puisqu'il nous faudra prendre quelques appels et puis nous pourrons cheminer ensemble et puis donner la parole aux téléspectateurs. Alors, Philippe Verdol. D'aller plus vite. Donc, déjà, bon, je pense qu'il faut attendre la forme définitive de la loi pour pouvoir... Sûr, voilà. Nous n'en sommes pas encore là. Non, mais du projet, de la proposition qui a été retenue pour l'instant, moi, ce qui me vient comme remarque, c'est que on a ciblé un amendement qui cible sur le dépistage du cancer de la prostate à partir de 45 ans. Mais je pense que les rédacteurs, ils n'ont pas bien appréhendé les particularités du chlordécone. Elles ont été données, par exemple, dans l'étude Timoun, où on montre qu'il a 4 propriétés. Il est spermatotoxique, il est neurotoxique, il est perturbateur endocrinien et il est cancérogène pour l'homme. Bon, alors ce qui veut dire qu'il y a toute une série de pathologies qui sont déjà reconnues ou d'autres qui restent encore à vérifier, hein, parce qu'il faut que l'État finance et l'État ne finance pas toujours. Donc ce sont les cancers divers, autres que le cancer de la prostate. Ce sont les perturbations, ce sont les maladies de Parkinson, Alzheimer pour le côté neurotoxique, des troubles 10, les pertes de points de QI, puisque il avait été... Ça, c'est très grave. Oui. Chez les enfants. Oui. Voilà. Donc, il y avait une présentation de l'étude Simoun pour les 30 ans de l'INSERM à la médiathèque Paul Mado. Et donc, un des auteurs de l'étude Simoun avait expliqué qu'il y avait des pertes de QI qui avaient été observées, qui étaient de l'ordre de 10 à 20 points de QI. Perdu. Elle a dit que ça n'a pas été marqué dans l'étude. Elle a dit, c'est Sylvaine Cordier. Hein? Oui, c'est énorme. Donc elle a dit que ça n'a pas été marqué. Elle était auteure. Elle a dit à la tribune, je lui ai dit, mais vous nous décrivez le profil d'enfants qui sont idiots. Et bon, elle a regardé ses chaussures. Tout le monde sur l'estrade a regardé ses chaussures. Bon, alors, donc il y a par ailleurs, des troubles de la mémoire, bon, l'endométriose, bon, etc. Perturbations hormonales, puberté précoce qui se développe en Guadeloupe, malformation, y compris de l'appareil génital masculin, diabète, etc. Et les troubles de la fertilité. Donc, on est dans une explosion de toutes sortes de pathologies et qui n'est pas limitée au cancer de la prostate. Merci. Nous avons un appel de téléspectateurs, nous le récupérons. Bonsoir, vous avez la parole. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Arrête de répéter. Gouvernement français, c'est le gouvernement le plus diabolique, le plus méchant. Et c'est pour ça qu'il faisait entrer à complicité à Ayotte et puis récupérer le monde. C'est pas un gouvernement. C'est détruire le monde. Et c'est pour ça qu'on va y entrer et on sait que les reconnaître, c'est l'argent. Tout ça, c'est l'argent. Et c'est pour ça que son bonheur termine
Tout ce député qui pas bon, c'est eux, français. Gouvernement français, c'est un gouvernement diabolique, médant et diabolique. Monsieur, Oui. oui, vous êtes encore là. Oui, Alors, je suis là. alors est-ce que vous avez un petit peu écouté ce qui se dit concernant ce problème chlordécone? Est-ce que... J'ai toujours entendu ça. J'ai toujours entendu ça. Et une seconde me semble qu'ils ont pointé dans la mer là, entre capesteurs pour limiter la mer là. C'est pour envoyer les autres péchés ailleurs, mais c'est pour dire les poissons se déplacent. Parce que le regard au Brésil, pendant le Brésil est d'un côté, ces poissons-là, ça pas comme on est meilleur qui est loin. Parce que quand c'est avec le Brésil, le regard trafic alors, c'est brésilien, le regard trafic alors, il va arrêter de produire, puis lâcher l'or, puis détruire toute fleuve en Guyane. Et ça va rentrer en mer là. Et tous ces poissons-là, les poissons-là, il y a ces poissons-là. Alors tout ça, c'est mal charade. Merci, monsieur. Merci pour votre intervention. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.